Serge, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, merci Christelle pour la parole. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Serge Angali. Je suis le point focal régional du programme KBA en Afrique. Alors, lors de cette session, je serai accompagné par Idi, qui est l'enseignant des enseignants au programme KBA. Elle est basée au secrétariat de KBA au niveau de Cambridge. Et aussi à la présence de M. Janot, qui était le point focal régional précédent, qui va aussi intervenir lors des questions et réponses pour partager son expérience en tant que le point focal régional du programme KBA en Afrique. Alors, d'emblée déjà, nous tenons à vous remercier de vous joindre à nous à cette session sur les zones clés pour la biodiversité. Comme Christelle l'a bien dit, ce webinaire est le premier d'une série destinée à sensibiliser le participant au concept des zones clés pour la biodiversité, dans le but d'organiser une formation en présentiel l'année prochaine au Cameroun, afin de réévaluer les KBA existantes au Cameroun. Alors, au cours de cette session, il y a les échos, s'il vous plaît, si vous pouvez voir les écrans, les micros qui sont ouverts. Voilà. Alors, je disais, au cours de cette session, nous allons examiner brièvement l'état de la biodiversité au Cameroun. Nous allons penser à revivre les concepts des KBA et aussi leurs origines. Nous allons explorer leur pertinence pour les secteurs privés, le bailleur de fonds internationaux, comment les gouvernements utilisent les KBA, et nous allons aussi discuter de leur rôle dans la planification de la conservation. Nous allons penser à revivre quelques exemples concrets des pays qui ont identifié les KBA et les utilisent aujourd'hui dans leur planification nationale. Nous allons conclure par les points clés à retenir, les prochaines étapes et une session de questions et réponses à la fin de cette session. Notre objectif aujourd'hui est de fournir une compréhension claire des zones clés pour la biodiversité, d'expliquer pourquoi elles sont importantes pour la conservation de la biodiversité, de décrire comment la norme KBA a été élaborée et aussi de décrire les critères du standard KBA. Alors, le Cameroun déjà est un pays à forte biodiversité car sa diversité écologique s'étend sur des écosystèmes montagneux, aux forêts du bassin du Congo, en passant par les habitats côtiers. Ces écosystèmes diversifiés assurent le moyen de subsistance, ils régulent le climat et préservent des ressources, pour ne citer que quelques exemples de leurs services essentiels pour l'humanité. Ce niveau élevé de diversité écologique signifie également que le Cameroun est considéré comme un hotspot régional de biodiversité. Il abrite des espèces d'importance mondiale telles que les grands singes, les éléphants de forêt et aussi des amphibiens endémiques. On peut citer l'exemple du cécilier du mont Oku et aussi de la grenouille épineuse. Cependant, la biodiversité du Cameroun est soumise à de multiples pressions. Il y a l'extension agricole qui est stimulée par la croissance démographique et qui entraîne la déforestation au profit des cultures et des plantations. La chasse illégale cible les primates et aussi le grand mammifère pour leur viande et aussi pour le commerce. Le développement de nouvelles infrastructures, notamment la construction de nouvelles routes, a ouvert des zones qui étaient auparavant intactes à l'activité humaine, tandis que l'exploitation forestière et minière non durable entraîne la perte et la fragmentation des habitants, la dégradation des sols et aussi la pollution de l'eau. Les changements climatiques et aussi menacent encore davantage la biodiversité en modifiant les températures, les précipitations et les conditions météorologiques extrêmes. Ceci affecte de manière disproportionnée les habitants les plus petits et les plus fragmentés. Alors, pour relever
ces défis, il faut une action qui soit coordonnée, une planification qui est minutieuse des activités de développement et aussi de conservation. Et aussi autre chose, il faut la définition des priorités dans la planification de la conservation. Les aires protégées existantes ne suffisent pas à elles seules, car il existe encore des lacunes dans la couverture spatiale. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à voyager avec nous dans les slides qui vont venir pour découvrir les zones clés pour la biodiversité qu'on appelle en anglais les KBA. Alors, qu'est-ce que les KBA ou les zones clés pour la biodiversité? Les zones clés pour la biodiversité sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité au niveau global. Ces sites abritent une proportion significative d'espèces ou d'écosystèmes à l'échelle globale et présentent une intégrité écologique exceptionnelle. Une étude récente se penchait sur l'évolution de la répartition des KBA à la suite d'une réévaluation complète dans 11 pays. Cette étude a mis en évidence le fait qu'en moyenne, nous n'avons identifié qu'environ la moitié des KBA dans chaque pays et que seul un tiers des KBA bénéficient d'une forme de protection. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques des KBA? La norme mondiale KBA est une mesure qui est standard, utilisée pour identifier les sites importants pour la biodiversité à travers le monde. Elle comporte 11 critères assortis de ceux qui sont quantitatifs, pertinents et reposent sur des données factuelles. Nous y reviendrons là-dessus lors des prochains webinaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'identification des KBA est objective, reproductible et aussi transparente. L'utilisation d'essais quantitatifs signifie également que les KBA sont comparables entre les pays et aussi entre les régions du monde. Lors de ces réévaluations, les limites des sites peuvent également être modifiées. Cela est possible car les statuts des KBA ne posent aucune mesure de gestion sur les sites. Il s'agit tout simplement de reconnaître les sites qui abritent une part importante de la biodiversité mondiale et d'encourager la mise en place d'une forme de protection qui implique les communautés locales afin de garantir un engagement à long terme avec les objectifs de conservation. Alors, comment l'approche KBA a-t-elle vu le jour? Différentes approches sont utilisées à différentes échelles pour identifier les zones importantes pour la biodiversité à l'échelle régionale. Par exemple, nous utilisons le point chaud et les écorégions. Cependant, la plupart des travaux de conservation ont tendance à se dérouler à l'échelle locale. Dans les années 1980, BirdLife International a développé un modèle pour identifier les zones importantes pour la conservation des oiseaux qu'on appelle les IGO à travers le monde. Alors, le succès de cette approche a incité d'autres groupes taxonomiques à mettre en place des approches similaires pour d'autres taxons. Cependant, les méthodologies n'étaient pas standardisées, ce qui semait de plus de confusion pour les décideurs. Lors du Congrès mondial de la nature de l'ICN en Bangkok en 2004, les membres de l'ICN ont reconnu la nécessité d'un cadre unificateur pour l'identification des sites importants à travers l'ensemble de toute la biodiversité. D'ailleurs, la résolution 3.013 du Congrès mondial de la nature, je cite, réclame un processus consultatif mondial afin de convenir d'une méthode permettant au pays d'identifier les KBA en utilisant les données de la liste rouge des espèces menacées de l'ICN et aussi d'autres ensembles de données en s'inspirant des approches existantes déjà. Cette approche commune autour de laquelle s'est ralliée la communauté des défenseurs de l'environnement est celle que nous appelons les zones clés pour la biodiversité ou les KBA en anglais. L'approche KBA est un cadre général
conçu pour harmoniser d'abord les approches existantes visant à identifier les sites d'importance mondiale. Cette approche a fait l'objet d'un vaste processus de consultation qui a duré environ une décennie et qui a finalement abouti à la création de la norme KBA. Après une décennie de consultation, la norme mondiale KBA a été officiellement adoptée par l'ICN en 2016. Il s'agit d'un cadre rigoureux, fondé sur des critères et axé aussi sur la science, utilisé partout dans le monde pour identifier les KBA. Cette norme garantit la cohérence, l'objectivité et la comparabilité, rendant ainsi les informations des KBA précieuses pour la planification nationale et internationale en matière de conservation. En septembre 2017, 13 des plus grandes organisations mondiales de la conservation de la nature ont formé un partenariat afin de cartographier, de surveiller et de préserver les sites les plus importants pour la vie sur la Terre, ce que nous appelons le partenariat KBA. Aujourd'hui, ces 13 organisations participent à ce partenariat. Le partenariat s'efforce tout simplement d'identifier, de documenter, de mettre en jour, de surveiller les KBA afin de communiquer, de promouvoir et positionner ces informations pour garantir que ces sites importants soient correctement protégés. Le partenariat veille à ce que la conservation se fasse aux beaux endroits, de manière efficace et aussi efficiente. Ils se sont engagés à diriger et à coordonner les activités des KBA partout dans le monde. Alors, nous allons parler un peu des critères, comme je l'ai dit précédemment, que nous allons entrer plus en détail sur les critères et l'essai lors des prochains webinaires. Aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un aperçu général des critères KBA. Alors, nous avons dit que nous avons 11 critères qui sont regroupés à 5 catégories, qui va de A jusqu'à E. Les KBA sont identifiés en fonction des critères essais qui est lié à la biodiversité. Les critères A, c'est la biodiversité qui est menacée au niveau des espèces et au niveau des écosystèmes. Les critères B, c'est la biodiversité qui est géographiquement restreinte au niveau des espèces et aussi au niveau des écosystèmes. Les critères C, c'est l'intégrité écologique. Les critères D, c'est le processus biologique. Et enfin, les critères E, c'est les caractères d'irremplaçabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que les critères sont conçus pour prendre en compte l'isolement de la biodiversité au niveau génétique, au niveau des espèces et aussi au niveau des écosystèmes dans tous les domaines. Alors, pourquoi les KBA sont-elles importantes? Nous sommes confrontés à une crise environnementale mondiale. Les activités humaines nuisent aux écosystèmes partout dans le monde et environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. En détruisant la nature, nous mettons en péril notre propre survie, car l'incroyable diversité de la vie sur la Terre soutient nos communautés et aussi nos économies. Aujourd'hui, les KBA abritent des populations essentielles d'espèces et d'écosystèmes mondiaux. En cartographiant et en protégeant ces zones, nous pouvons assurer la conservation des populations les plus importantes et les plus significatives à travers le monde, ainsi que des parties les plus cruciales des écosystèmes, leur donnant ainsi une réelle chance de survie. Il est essentiel d'identifier les sites d'importance mondiale si nous voulons atteindre les objectifs et la mission du cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité qui a été adoptée en 2022. Les évaluations de KBA sont dynamiques et doivent être réévaluées tous les 8 à 12 ans afin de tenir compte des changements dans la répartition des espèces et aussi les conditions des écosystèmes. Les limites peuvent évoluer au fil du temps, reflétant les réalités écologiques. La désignation d'une KBA ne pose pas de gestion, mais encourage la protection grâce à la collaboration avec les communautés locales et aussi les parties prenantes qui sont concernées pour la biodiversité. Parlons un peu de KBA et les aires protégées.
En fait, les KBA ne sont pas identiques aux aires protégées. Certaines KBA se trouvent à l'intérieur et d'autres à l'extérieur des aires protégées. Alors que les aires protégées ont une désignation de gestion, les KBA mettent en évidence le site d'importance mondiale pour la biodiversité. Comme je l'ai dit précédemment, l'identification des KBA est basée sur les critères et des seuils d'espèces ou d'écosystèmes qui sont menacés, les espèces ou qui sont menacées, la biodiversité géographiquement restreinte, nous avons l'intégrité écologique, le processus biologique et aussi l'irremplaçabilité. Alors, ici, nous allons voir un peu le groupe national de coordination parce que l'un aussi des objectifs de cette formation, c'est de préparer les gens à participer ou à intégrer les groupes nationaux de coordination des KBA au niveau des Cameroun. Les groupes nationaux de coordination qu'on appelle KBA MCGs sont mis en place dans un nombre croissant de pays afin d'identifier, de réévaluer, de surveiller et de conserver les KBA. Alors, ces MCGs comprennent généralement des représentants d'institutions gouvernementales, les membres des ONG des nationales et internationales de la conservation, les chercheurs des universités, des musées, des agences. Alors, le prochain webinaire permettra en fait d'approfondir le rôle et la responsabilité des groupes nationaux de coordination. Sur cette carte ici, nous allons voir que là où il y a la couleur verte, ce sont des pays qui ont déjà mis en place leur groupe national de coordination. On peut aussi voir que le Cameroun, mais il n'y a pas encore un groupe national de coordination au niveau du Cameroun. Donc, il y avait une petite erreur. En fait, en jaune sont les pays qui sont dans le processus de former ou de mise en place de leur groupe national de coordination. Et aussi en jaune sont les pays qui sont intéressés pour la création ou la mise en place du groupe national de coordination. Alors, souvent, les gens se posent des questions. Comment les KBA sont utilisés? Comment les pays peuvent-ils utiliser les KBA? Ou qui utilise les KBA? Quel est l'intérêt d'identifier les KBA pour un pays ou quel est l'intérêt d'identifier les KBA au Cameroun? Il y a une autre question. Comment les pays peuvent-ils tirer profit de l'identification des KBA? Alors, nous allons voir dans 4 différents secteurs comment les KBA sont utilisés. Premièrement, nous allons voir comment les KBA sont utilisés dans le secteur privé, comment les KBA sont utilisés par les bailleurs de fonds internationaux, comment les KBA sont utilisés par le gouvernement dans l'atteinte des objectifs 30x30 et aussi en fait comment les KBA sont utilisés dans la planification de la conservation. Premièrement, nous allons commencer par le secteur privé. De nombreuses industries majeures au monde opèrent à proximité des sites importants pour la biodiversité. Leurs actions peuvent soit menacer, soit contribuer à protéger la biodiversité. Avec des ententes croissantes en matière environnementale, sociale et de gouvernance, les entreprises sont de plus en plus tenues de démontrer leurs responsabilités en matière de la biodiversité. Les entreprises utilisent les KBA pour orienter leurs investissements et aussi leurs actions liées à la biodiversité. Les informations sur les KBA sont également transmises aux grandes entreprises par le biais de l'outil d'évaluation intégrée de la biodiversité qu'on appelle en anglais IBAT, afin qu'elles puissent en tenir compte de la première phase d'exploration et de développement de leurs projets. Certaines agences de financement international, de politique de sauvegarde et de décisions d'investissement utilisent les informations des KBA dès le début de la phase d'exploration et de développement de leurs projets. Aujourd'hui, désormais, les KBA sont reconnus par la Société financière internationale et les principes de l'équateur comme les habitats critiques potentiels, selon la norme de performance 6, avec plus de 136 bacs et plusieurs sociétés générales. Il y a aussi la politique d'éclosion de bacs et de biodiversité. Les REP Risk et les Nature Alpha, où il y a plus de 200 000 entreprises utilisent les données des KBA.
Nous avons aussi les, ah, les KBA sont reconnus dans la TNFD et aussi le grid pour la biodiversité standard. Toutes ces informations-là, toutes ces données-là des KBA sont transmises aux entreprises par l'outil d'évaluation intégrée de la biodiversité qu'on appelle IBAT. Nous allons voir comment les KBA sont utilisés par les bailleurs internationaux pour le financement de certains projets à travers le monde. Le bailleur des fonds internationaux accorde plus la priorité aux KBA car les KBA fournissent des données scientifiquement crédibles et spatialement explicites qui soutiennent les résultats mesurables en matière de conservation. Les organismes de financement, notamment le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, utilisent les informations sur le KBA pour orienter leurs investissements, tous deux étant les membres fondateurs du partenariat KBA. Les informations relatives au KBA sont logées dans la base de données mondiale KBA, qu'on appelle en anglais WDKBA, qui est gérée par BirdLife International. Alors, certaines agences et aussi les organismes de financement de la conservation, par exemple, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, l'USAID, l'Union européenne et diverses fondations utilisent les KBA pour orienter leurs investissements dans la conservation. La planification et aussi la conception du projet. Les nouvelles aires protégées qui seront créées avec le soutien des JF doivent respecter la norme mondiale des KBA. Le Fonds pour l'environnement mondial ne soutiendra les nouvelles aires protégées que si celles-ci répondent au statut de KBA. D'ailleurs, d'autres bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, accordent plus la priorité aux projets qui utilisent les données KBA dans le cadre de la diligence responsable et des mesures de protection environnementale, garantissant ainsi que les investissements sont ciblés dans des sites d'importance mondiale. Alors, nous allons parler de quelques exemples de différents projets financés pour identifier les KBA dans différentes régions du monde. Parmi ces initiatives à faveur des KBA qui sont soutenues par les bailleurs des fonds, on peut citer le financement par Horizon Europe et Biodiversa pour l'étude des KBA en Europe. Nous avons aussi l'utilisation par la KfW des KBA pour orienter les legacy landscape. Les financements par l'Agence française de développement pour l'identification des KBA en Afrique australe pour quelques pays, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Malawi et aussi la Namibie. Nous avons aussi les soutiens de l'USAID aux évaluations des KBA. Quand on revient pour le bassin du Congo, on peut parler de l'évaluation qui a été financée par le Bezos F Fund, qui a permis de réaliser des évaluations complètes des KBA dans 3 pays du bassin du Congo, en République démocratique du Congo, au Gabon et aussi en République du Congo. Et aussi 4 autres pays au niveau des Andes, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, qui a conduit à l'évaluation de 651 sites dans ces 7 pays. Alors, les KBA et la planification de la conservation et comment les gouvernements peuvent utiliser les données des KBA pour la conservation. Les gouvernements peuvent utiliser les informations issues des KBA pour des priorités en matière de conservation, étendre stratégiquement les réseaux d'aires protégées et mettre en valeur et mettre en œuvre les accords internationaux sur l'environnement, notamment les engagements visant à étendre la couverture des aires protégées dans le cadre de l'objectif 3 du cadre d'application de la CDB. Les engagements aussi visant à prévenir l'extinction des espèces conformément à l'objectif 12 d'Aichi.
Toujours dans la planification et quelques indicateurs de la conservation. Dans le cadre mondial pour la biodiversité, plusieurs objectifs font référence au KBA. Par exemple, les objectifs 2 et 3 utilisent l'estampille des KBA. L'un des indicateurs clés de l'objectif 3 est également mentionné. La couverture des KBA par les aires protégées ainsi que la mesure dans laquelle les aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces par zone couvrent les KBA importantes pour les espèces migratrices. Dans le même ordre d'idées, les objectifs de développement durable 14 et 15 utilisent également l'indicateur de la couverture des KBA pour les aires protégées. Et enfin, les KBA sont également mentionnés dans les rapports annuels de l'IPBES. Comment les données des KBA sont utilisées pour l'atteinte du cadre mondial de Kunming-Montréal? Nous allons parler de quelques cibles. Les KBA fournissent un cadre scientifique permettant d'identifier les sites de biodiversité d'importance mondiale qui peuvent intégrer dans l'aménagement du territoire national et infranational selon la cible première. Aussi, la restauration des KBA dégradés et des paysages environnants favorise le rétablissement des espèces et des écosystèmes. Ceci renforce la connectivité entre les habitants selon la cible 2. Les KBA sont intégrés dans les normes financières internationales et sont utilisés pour identifier le risque lié à la biodiversité et aussi pour réduire les risques qui sont liés à la nature, selon la cible 14. Les KBA sont reconnus comme des habitats potentiellement critiques, ce qui peut aider à prendre des décisions qui évitent les impacts néfastes sur les sites à cible 15. Et en fait, l'identification des KBA et leur utilisation dans la prise de décision permettent d'exploiter le meilleur données disponibles sur la biodiversité, la cible 21. Alors, les évaluations des KBA pour la planification de la conservation de chaque pays. Les évaluations complètes des KBA aident le pays à hiérarchiser les actions de conservation, à allouer efficacement les ressources, à désigner de nouvelles aires protégées ou les autres mesures de conservation efficaces. Aussi, à influencer les décisions en matière d'utilisation de terres et à attirer des financements et des partenariats internationaux. Les KBA soutiennent également les conventions telles que la CMS qui protège les sites de halte migratoires et de reproduction le long des routes migratoires. Et aussi les KBA s'alignent sur les sites Ramsar. Ici, nous allons voir l'exemple d'un pays qui utilise les KBA dans la planification territoriale nationale et aussi l'expansion des aires protégées et la création des autres mesures de conservation efficaces. Le Mozambique, comme je l'ai dit, est parmi les pays qui ont commencé à évaluer les KBA déjà avant dans les années 2018. Mozambique a mené une évaluation exhaustive des vertébrés, des plates et aussi des invertébrés. Aujourd'hui, les KBA au niveau de Mozambique sont intégrés au plan territorial national. Les KBA peuvent être financés à titre compensatoire pour les impacts ailleurs. Alors, quelle est la situation actuelle des KBA au Cameroun? Au Cameroun, nous avons tout simplement 38 zones clés pour la biodiversité qui sont répertoriées dans la base de données mondiale des KBA. Ceci représente 34,5% de l'aire superficie couverte par les aires protégées et aussi avec 357 espèces clés. Parmi ces sites-là, il y a 9 qui ont été évalués selon la norme du standard KBA. Bon nombre d'entre elles, de ces KBA existantes, bon nombre d'entre elles, de ces KBA sont des KBA qui sont existantes, ce qui souligne la nécessité d'une réévaluation des KBA au Cameroun. Voilà même l'objet de cette formation. Un rôle qui incombera aux futurs membres qui sont les participants de cette formation du groupe de coordination nationale des KBA au niveau du Cameroun.
À la fin de cette présentation, quel est le message clé à retenir? Premièrement, les KBA sont des sites d'importance mondiale pour la biodiversité, identifiés à l'aide d'un cadre rigoureux, normalisé et fondé sur des données qui sont scientifiques. Les KBA complètent les aires protégées, mais s'en distinguent en mettant l'accent sur les sites prioritaires plutôt que sur la prescription de mesures de gestion. L'identification des KBA est fondée sur des données qui sont probantes, transparentes et comparables d'un pays à l'autre, ce qui en fait un outil fiable pour la planification de la conservation. Les KBA sont très pertinentes pour de nombreux secteurs, nous l'avons vu, notamment par le gouvernement, le secteur privé, le bailleur de fonds, car elles contribuent à aligner les actions sur des objectifs mondiaux en matière de biodiversité. Les KBA soutiennent les engagements internationaux tels que le cadre mondial pour la biodiversité, les ODD, la CMS et la convention des Ramsar, tout en attirant les ressources pour la conservation. Enfin, les KBS sont dynamiques. Des réévaluations et des mises en jour régulières sont essentielles pour refléter le changement écologique, améliorer les décisions de gestion et enfin garantir la persistance à long terme des éléments de la biodiversité sur les sites. Quelle est l'action à prendre après cette formation? Tout d'abord, les participants du Cameroun doivent participer à la mise en place du groupe national de coordination des KBA au niveau du Cameroun. Ceci dans l'objectif de la réévaluation et la mise à jour des KBA existantes au Cameroun l'année prochaine. Ensuite, vous devez intégrer les KBA dans les stratégies nationales en matière de biodiversité, le plan d'action d'aménagement du territoire, afin de garantir que les décisions reflètent les priorités mondiales en matière de conservation. Enfin, vous devez tirer parti des KBA pour renforcer les propositions de financement des bailleurs de fonds, en veillant ainsi que les ressources soient affectées au site le plus important. Alors, nous sommes à la fin de notre présentation. Je vais remettre la parole à Christelle pour passer à l'étape des questions et réponses. Merci. Christelle? Allô? Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre après la phase pratique. Merci à Serge pour ces informations qui étaient assez riches. Il est revenu sur les méthodes d'identification des zones clés pour la biodiversité, le KBA, et également sur l'historique même du KBA et les différentes approches. Nous avons également avec Serge appris un peu les différents critères et la différence entre les aires protégées et les KBA. Peut-être que sans plus tarder, nous avons 25 minutes pour les questions-réponses. Avant de passer aux questions-réponses, nous encourageons les uns et les autres de se présenter dans le chatbot. Il y a un formulaire de présentation qui a été mis en ligne par mon collègue Fridi. Nous encourageons les uns et les autres de contribuer, de donner les informations en ce qui les concerne. Maintenant, voici la méthodologie qui est assez simple. Hein. Ceux qui veulent poser des questions, nous allons prendre une série de 3 questions. La première vague sera une question de 3 questions. Ceux qui posent des questions doivent lever la main. Et par la suite, on pourra donner la parole à la personne de poser la question. Nous invitons les uns et les autres d'être vraiment direct sur les questions et éviter au maximum les commentaires. Sur ce, je vais laisser la parole aux participants. Vous présentez d'abord organisation, nom, et vous posez la question. Ok. Je vois la première main là, Justin Dido, l'envie, je pense bien que c'est ça. Vous avez la parole, vous présentez et vous posez la question ou l'observation que vous avez à faire. Et je pense que Serge pourra apporter les questions. Je souhaiterais que vous essayez de couper les micros parce que chez moi, je suis un écho. S'il y a possibilité de couper les micros pour ceux qui ne prennent pas la parole. Merci. Justin, tu as la parole. Justin Zido, l'envie. J'espère que c'est bien ça.
Oui, c'est bien ça. Merci pour la parole. J'espère que vous me recevez très bien. Je suis Justin Dido-Lanvie, je suis conseiller technique région Afrique au secrétariat de la Convention sur les zones humides. Et j'ai une petite préoccupation sur la carte de distribution des kibiers au Cameroun. J'ai cru voir dans le nord la carte du Faro et de la Benoué. Et je n'ai pas vu la carte de Boubadjida. Donc, je voulais savoir à ce stade si Boubadjida n'est pas encore considéré comme kibier au Cameroun ou qu'en est-il? Merci. Ok, merci Justin pour la question. On la note. Je suppose que Serge a suivi la question. Oui, j'ai noté la question. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Freddy, j'ai du mal à voir les personnes qui lèvent la main. Ok, Angéline Mojo qui a une question. Merci Angéline. Après Angéline, ça serait Madame Vanessa. Angéline, tu as la parole, merci. Ok, bonsoir Christelle, bonsoir également à Serge. Je suis Angéline de Fauder. En fait, ma question, je voulais que Serge explique encore bien comment est-ce que les KBA, la relation entre les KBA et les autres mesures efficaces de conservation par zone, c'est-à-dire les OICM, parce qu'il a un peu survolé ça, mais je n'ai pas très bien compris comment est-ce que les KBA s'intègrent dans les autres mesures efficaces de conservation par zone, ou alors comment est-ce que les autres mesures efficaces de conservation par zone sont intégrées dans les KBA. Et l'autre question aussi par rapport, il a également dit que les KBA également avaient une relation avec la cible 14 du cadre mondial sur la biodiversité, notamment en ce qui concerne les sites, parce qu'en réalité, ce qui fait la spécificité des KBA, c'est qu'on les voit par rapport aux sites. Donc, je voulais un peu aussi davantage d'explications là-dessus. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Madame Massago Lata, épouse Bougnomont, ingénieure des eaux et forêts, inscrite en master recherche et fonctionnaire également. J'ai deux préoccupations. J'espère que vous me recevez bien. Oui, on vous suit très bien, Madame Vanessa. OK. J'ai deux préoccupations. La première, c'est savoir, est-ce qu'on peut avoir les résultats de la première étude qui a été portée sur l'identification des 38 zones de clés de KBS au Cameroun. À partir de là, ça pourra un peu nous orienter davantage sur le modèle d'évaluation et savoir si est-ce qu'il y a eu une marge d'erreur ou pas. Ça, c'est la première préoccupation que j'ai. La deuxième concerne les autres aires protégées qui n'ont pas été prises en compte parce que j'ai vu la publication, la carte que le présentateur a fait. Les autres protégés, est-ce que ça dit qu'il n'y aura pas de KBS là-bas ou alors, bon, ça les préoccupations que j'ai. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Vanessa Massago. Je suggère que Serge Angali répond déjà aux trois questions. Par la suite, on prendra les trois autres questions. Je vois Oncle Sam qui est là et Elie. Je vous suggère de partir pour que Serge puisse répondre aux trois questions et ensuite, on pourra passer à vous. Serge, tu as la parole. OK, merci pour les questions qui ont été posées. Premièrement, si les sites de Bouba au Cameroun, alors si la carte, on a projeté les KBA existantes. Ces KBA existantes sont issues des évaluations qui ont été faites par le BirdLife International sur les oiseaux. Donc, ce sont, comme on appelle au KBA, ce sont les grands-pères des KBA. Et ces sites-là doivent être réévalués selon la norme KBA de 2016. Donc, comme au Cameroun, nous l'avons dit, il y a 38 sites et parmi ces 38 sites-là, il y a seulement 9 sites qui ont été réévalués avec la nouvelle norme des KBA, des standards KBA. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de précision de savoir si les sites que vous venez de mentionner se trouvent parmi les 9 sites qui ont été réévalués avec les standards KBA de 2016 ou les sites-là se retrouvent encore parmi les autres qui ont été
ajoutés, ou qui proviennent des sites qui ont été identifiés par BirdLife et qui doivent subir une mise à jour ou une réévaluation des sites-là pour répondre aux standards des KBA qui ont été développés en 2009. Alors, la relation, pour parler de la deuxième question, de la relation entre les KBA et les autres mesures de conservation. Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, les KBA sont des sites qui sont identifiés sur base des critères et des seuils. Et ces sites-là peuvent être des aires protégées ou soit des autres mesures de conservation. La pertinence des KBA est tout simplement l'identification des sites où il y a les éléments de biodiversité importants et qui doivent être conservés à long terme. Donc, le fait que les KBA sont identifiés sur base des critères et des seuils pour que l'autre mesure de conservation efficace soit établi ou soit déclaré ou qu'il déclenche les critères KBA, il doit répondre aux 11 critères des KBA et aussi aux seuils des KBA. Comme je l'ai dit, prochainement, on va voir comment on va aller beaucoup plus en détail avec les critères et les seuils pour qu'un site puisse déclencher les critères KBA. La troisième question sur le résultat des sites au Cameroun. Pour cette question-là, je voudrais appeler Idi si elle peut apporter la réponse à cette question-là. Idi, are you there? Yes, I am. I just don't know what the third question is. I've been trying to read the translations, but it was too long. And in the middle of translating, it switched to French. So I didn't actually get the question. Was it about like how are there 38 existing, or how were the 38 existing KBAs identified? Can we get guidance? Is as far as I got, but I didn't see, but I don't know if that's accurate. Yeah, ok. Est-ce que la personne qui a posé la troisième question peut la reposer, s'il vous plaît? C'est Madame Vanessa. Est-ce qu'elle est encore là? Madame Vanessa, si vous pouvez encore reprendre votre question. Oui, j'avais deux préoccupations. Oui. La première, c'était de savoir comment obtenir les résultats de la première étude, c'est-à-dire les résultats de l'évaluation des 38 zones de cas clés de KBS, parce que c'est à partir de là qu'on pourra savoir comment effectuer la réévaluation. C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir comment devons-nous savoir si pourquoi est-ce que les aires protégées du Cameroun n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation des KBS. C'est un peu les deux questions. Merci. Ok, merci. Alors, pour la première question d'avoir les résultats des 38 autres KBA qui ont été évalués. Comme je l'ai dit précédemment, que l'approche KBA est issue d'autres approches existantes. Un exemple, c'est les succès de l'identification des zones importantes pour les oiseaux de BirdLife, qui a été un succès dans le monde de la conservation. Ce n'est que ces données-là qui ont été ajoutées dans la base de données mondiale des KBA, c'est-à-dire avec les anciens critères sur les oiseaux. Ces sites-là ont été ajoutés dans la base de données mondiale sur les KBA. Et voilà pourquoi il faut maintenant une réévaluation de ces sites-là avec le nouveau standard de KBA, avec les nouveaux critères et les nouveaux seuils qui font en sorte qu'un site puisse déclencher les critères KBA. Donc, les 38 sites-là que vous avez au Cameroun, pour nous, on appelle ça, c'est comme les ancêtres des KBA. Aussi, autre chose, pourquoi certains autres aires protégées n'ont pas été prises en compte? Alors, pour qu'un site puisse déclencher les critères KBA, il faudrait qu'il y ait des données.
Et ces données-là doivent remplir au moins l'un des 11 critères des KBA pour qu'on puisse déclarer ces sites-là comme une zone clé pour la biodiversité. Donc, ces nouvelles ou ces aires protégées-là n'ont pas connu les réévaluations. Lorsqu'on va faire les réévaluations au Cameroun, on va commencer d'abord à faire la réévaluation des 38 sites existants. Ensuite, maintenant, on va faire une évaluation complète de toutes les KBA au Cameroun. Ainsi, on aura d'autres sites qui n'ont pas été, ou d'autres aires protégées qui n'ont pas été ajoutés à cette base de données-là. Si elles remplissent les critères, si elles remplissent les C, elles peuvent être ajoutées dans la base de données mondiale des KBA. Monsieur Janotte, si vous avez quelques éclaircissements ou quelques contributions à ajouter, vous êtes les bienvenus. Non, je pense que c'est assez clair. Donc, la précision qu'il faut apporter ici, c'est qu'il y a des évaluations qui avaient été faites depuis avant sur base des critères spécifiques à un groupe taxonomique, donc les oiseaux. Donc, ces études-là ont été réalisées pour identifier des zones d'importance pour la conservation des oiseaux, qu'on appelait les ICO. Alors, à partir de ces informations-là, lorsqu'on a eu la nouvelle norme qui est un peu unificatrice et qui intègre tous les autres taxons, on a vivé toutes ces informations-là comme des KBA. C'est ce que je disais, la nécessité maintenant pour aujourd'hui de pouvoir réévaluer toutes ces zones en fonction maintenant de tous les autres critères afin de les actualiser et d'avoir des informations le maximum possible des taxons. Donc, ces informations-là, vous pouvez visiter aussi les autres bases de données de BirdLife sur les oiseaux et vous allez trouver les informations. Mais aussi, vous pouvez aller sur le site www.biodiversity.org, donc le site KBA. Vous allez trouver les informations qui avaient été considérées à l'époque. Merci. Ok, merci beaucoup, Elie, pour cette précision. Je crois que ça permet d'enrichir aussi la contribution de Serge. Je voudrais préciser pour ceux qui sont venus un peu en retard que Serge n'est pas seul. Serge est accompagné de sa collègue Eddy, qui est formatrice des formateurs au secrétariat international de KIBI à Cambridge. Elle est également avec nous. Elle pourra également répondre à certaines de nos questions. Je propose qu'on passe à la deuxième vague de questions. Et je vois Jean-Bernard Dormeau qui lève la main. Jean-Bernard, je vous fais te donner la parole avant que Elie ne reprenne la parole pour poser une question. Oui, merci Christelle de me passer la parole. Merci beaucoup. Je me présente, je suis docteur Dormeau, je suis ornithologue. Pour la petite histoire, je suis membre de la famille Fodère. Bon, bien, la première chose que je voulais dire, c'est d'abord apporter une observation sur le fait que, qui vient un peu peut-être enrichir ce que mon prédécesseur, je crois, Elie a dit. Pourquoi? Parce que, en réalité, s'agissant des 38, le chiffre 38 que le présentateur a donné, en fait, ce ne sont pas encore les KBA tous. En réalité, c'est les IBA, le Important Bird Area, que BirdLife International a identifié lors des inventaires des oiseaux et a trouvé que ces sites-là étaient en fait les zones d'importance pour la conservation des oiseaux. Bon, j'ai eu le privilège d'être parmi ceux qui ont participé à l'identification de ces IBA, dont il y en a 38 effectivement. Et comme le présentateur l'a dit, on peut les considérer comme étant les ancêtres de KBA, parce que c'est à partir de là qu'on va évaluer, faire les évaluations et mettre en place les KBA. De nos jours, on a évalué et puis on a pu identifier déjà, comme il a dit, 9 KBA à partir des 38 là. On en a 9 KBA. Bon, maintenant, il est question de pouvoir continuer les évaluations des Important Bird Area pour en tirer les KBA que le Cameroun peut avoir en totalité. Je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est bien ça.
Et l'une des choses que je voudrais dire, c'est qu'il est absolument justement nécessaire de faire cette évaluation des important bird area pour en tirer les billets parce que ça fait longtemps que cela a été fait et il se pourrait qu'il y ait eu beaucoup de changements entre-temps, peut-être sur le plan positif ou négatif. Voilà, c'était l'observation que je voulais faire. Une autre observation, c'était, comme notre présentateur a bien dit, que de nos jours, à peu près la moitié seulement des KBA sont identifiés, peut-être à l'échelon mondial. Je dois dire que c'est vrai, parce que il y a des KBA qui sont cachés parce que les recherches ne sont pas beaucoup approfondies. Je vais prendre un exemple très simple. Dernièrement, quand j'étais en République centrafricaine, j'ai dû découvrir une zone inondée, un marécage qui était caché et où il s'est trouvé une très grande, forte biodiversité. C'était par exemple devenu le site de nutrition par excellence de Stachys erytacus, qui est une espèce d'oiseau en danger de disparition. Donc, il est question vraiment d'approfondir des recherches et de pouvoir vraiment évaluer les KBA et découvrir ce qu'il y a encore à découvrir, etc., etc. Je crois que là-dessus, il a vraiment raison et nous avons vraiment du travail, surtout au niveau du Cameroun, à faire dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Bernard, pour cette contribution. Je crois que ça conforte tous les uns et les autres qu'il y a nécessité de réévaluation de ces différentes zones qui étaient identifiées. Je ne sais pas s'il y a encore des mains. Et puis, je n'arrive vraiment pas à voir les personnes qui lèvent les mains. Je pense qu'Elie avait la main levée tout à l'heure. Puis, il a encore la main levée. Je peux pas te laisser la parole, Elie, et tu pourras poser la question. Et je crois que Serge ou Eddy pourra apporter des contributions. Elie? Tu ne suivez pas? Allô? C'est comme s'il y a un problème de la connexion, je ne sais pas. Oui, voilà, bonjour à tous. Oui, justement, Ouais. il y a un souci de connexion. Donc, elle relançait tout simplement. Et tu as la parole, merci. Monsieur Justin, vous avez donné à Idi la parole? Elie. Ok. Mais c'est comme s'il y a un problème de la connexion là. C'est plutôt son micro. Je pense qu'il a coupé le micro. Il doit activer le micro pour pouvoir échanger. Oui. Il n'y a personne d'autre qui... Elie, tu peux ouvrir ton micro? Oncle Sam qui a levé la main là. On peut passer la parole à Oncle Sam. Vous me suivez? Et bonjour à tous. Moi, c'est Samuel John, docteur Samuel John, biologue. Alors, c'est vrai que j'avais baissé la main tout à l'heure, mais docteur Jean-Bernard a encore relevé cette histoire. En réalité, la carte que vous avez d'abord présentée du Cameroun montre essentiellement les aires protégées. Oui. Le deuxième élément, c'est que les KBA que vous avez mentionnés, effectivement, sont des zones d'importance pour les oiseaux. Maintenant, c'est vrai, il faut partir d'une donnée initiale. Comment on fait pour savoir
si une autre zone autre que les aires protégées est considérée comme un kibié s'il n'a pas été recensé. Est-ce qu'on va juste se baser sur les aires protégées existantes ou alors c'est au bout des recherches, des différentes démarches, des centres sur le terrain des chercheurs qu'on pourra évaluer une zone potentielle qui pourrait être un kibié. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, je n'ai vu aucun point, certes, vous allez me dire que ce n'est pas encore été fait, mais aucun cours d'eau n'a été mentionné comme étant un kibié. Pourtant, on connaît l'importance des zones humides et marécageuses pour leur fort potentiel d'abriter de grandes biodiversités. Donc voilà un peu mes trois éléments de questions que j'avais pour vous. Si vous pouvez apporter des éléments de réponse. Merci. Oui, s'il vous plaît, est-ce que je n'ai pas bien saisi la deuxième question? La deuxième question, c'est, je disais tantôt, les kibiyés qui ont été, déjà la carte qui a été présentée, elle contient essentiellement les aires protégées. Oui. Où on a mentionné des kibiyés. Mais docteur l'a relevé tout à l'heure, c'était les zones d'importance pour les oiseaux qui ont fait mentionner ces zones comme étant des kibiyés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir si on n'est pas dans une aire protégée qu'une autre zone ou alors un site est potentiellement un kibié? OK. Alors, premièrement, déjà, je pense que je peux répondre à ces trois premières questions directement. Nous avons dit que les KBA ne sont pas essentiellement les aires protégées. Ce sont des sites où on trouve les éléments de la biodiversité. Et ces éléments de la biodiversité sont les éléments génétiques, les espèces ou les écosystèmes. Donc, partout dans le monde où on trouve ces éléments de la biodiversité et qui doivent être protégés, nous devons les conserver. Donc, pour qu'un site, que ce soit une aire protégée, l'autre mesure de conservation puisse déclencher les critères KBA, ces sites-là doivent avoir les données et ces données-là doivent répondre à au moins l'un des 11 critères de KBA et les C, d'où la nécessité de faire une réévaluation de ces sites-là pour savoir que non, ces sites ici, qu'ils soient une aire protégée ou pas, peuvent déclencher les statuts ou les critères KBA selon les standards de KBA. Ça, c'est la première des choses. Donc, les KBA ne sont pas nécessairement les aires protégées. Ça peut être un autre site qui a une autre forme de gestion parce que les aires protégées prescrivent généralement la gestion des aires protégées, mais les KBA sont des sites où il y a une part importante des éléments de la biodiversité et ces sites-là doivent être identifiés. Vous avez parlé aussi des cours d'eau. Comme nous l'avons dit, que ces sites-là ont été hérités des évaluations des zones importantes pour les oiseaux réalisées par BirdLife, qui se concentrait seulement sur un seul taxon, spécifiquement les oiseaux. D'où il y a maintenant la nécessité de réévaluer d'autres endroits. Donc, on doit faire d'abord la réévaluation de ces sites-là et aussi faire une évaluation des nouveaux sites, par exemple les cours d'eau dont vous avez mentionné. Dans ces cours d'eau-là, s'il y a des éléments de biodiversité, s'il y a des espèces qui peuvent déclencher les critères KBA, ces sites-là, après une réévaluation, après que ces sites-là aient atteint les critères et les seuils de KBA, ces sites-là deviendront automatiquement les zones clés pour la biodiversité. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. Okay, I'm just going to add to what Serge just said to say that basically KBAs are essentially a scientific designation. So as Serge just mentioned, it does not have any management prescribed to the site,
which means that if you have, if you meet the criteria, or, you know, if you have a large garden in your private land and it meets the criteria, it has the potential to be a KBA. So it doesn't need to be in a protected area as such. Yeah, I'll just end it there. Okay. Ok, merci beaucoup Eddy pour cette précision. Vous m'entendez maintenant? J'ai eu quelques problèmes de connexion tout à l'heure. Oui, ça va, je vous capte bien. D'accord, merci beaucoup. Je vois encore deux mains. Bien. C'est encore la main de Élie. Je ne sais pas si c'est une erreur. Et également la main de Jean-Bernard Dormo une fois de plus. Élie, je vous fais donner la parole à Élie à qui on essaie de... Élie, tu peux avoir, tu peux finalement parler. Merci, madame. J'espère que vous me comprenez maintenant. D'accord, c'est bien maintenant. Merci beaucoup. Tu as la parole. D'accord. Je disais donc que je suis le docteur Ketekando Eli, enseignant-chercheur au département des plantes sciences de l'Université de Buea. Alors, les KBE, là, c'est une approche très intéressante, dont l'objectif est d'identifier, cartographier et préserver les sites les plus critiques dans le but d'inverser la perte de la biodiversité. Dans le speech de M. Serge, il n'a pas pris en compte les populations riveraines tout autour de ces zones, des zones clés de biodiversité. Parce que le constat que je fais le plus souvent lorsqu'on envoie nos étudiants qui font des études dans la conservation, l'une des difficultés qu'ils rencontrent, c'est que les populations sont bien d'accord du concept, mais ils se posent la question, ces zones-là parfois les servent de source de nutrition et leur rapportent beaucoup de revenus. Qu'est-ce qu'il en faut pour vraiment les amener à adhérer à ce projet concrètement? Merci. Ok. Merci Élie pour la question de la prise en compte de la participation des communautés dans le processus de KBA. Je ne pense pas qu'il y ait encore notre main qui est soulevée. Donc, je suggère que Serge apporte les éléments de réponse à cela. Après ces réponses, il est possible 11h09. On va peut-être donner la parole encore à 3 autres questions et par la suite, on pourra échanger pour la suite. Serge, tu as la parole. Alors, pour la question de la non prise en compte des communautés ou des communautés locales ou des peuples autochtones, je pense que dans la partie où je parlais de la constitution, de la mise en place des groupes nationaux de coordination, les peuples autochtones sont aussi parmi les parties prenantes qui doivent intégrer le groupe national de coordination pour participer à l'évaluation des KBA dans un pays. Et cela aussi est encore beaucoup plus clair mentionné dans le rôle et les responsabilités des groupes nationaux de coordination. Parce que, comme nous le savons tous, les aires protégées, les autres mesures de conservation se retrouvent généralement dans la forêt et autour de ces aires protégées-là, il y a les gens qui vivent. Alors, pour parvenir à évaluer un site, il y a le processus de consultation avec ces populations-là ou avec ces communautés-là qui doivent adhérer, qui doivent d'abord comprendre qu'est-ce qu'est le KBA, quels sont les rôles, pourquoi on doit identifier un KBA. Et alors, ils doivent aussi être en fait sensibilisés dans le processus d'identification des KBA pour qu'ils puissent donner leur accord et participer activement dans la mise en jeu de ces sites-là et aussi dans sa gestion, parce que ces peuples autochtones-là, ce sont eux qui vivent à côté des aires protégées et ce sont eux qui connaissent ces aires protégées-là mieux que quiconque et sont vraiment important, il est crucial de les engager, de les sensibiliser dans, en fait, la réévaluation des sites KBA.
Ok, merci beaucoup Serge pour cette réponse-là. Je vois Jeannot qui a levé la main, Jeannot Katembo, j'espère que j'ai bien prononcé. Jeannot, tu peux poser la question. Je pense qu'après la question de Jeannot, la réponse de Serge, on pourra passer à la prochaine phase qui sera prononcée par Justin Landry, je crois. Jeannot, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Christelle. Ce n'est pas vraiment une question comme telle, c'est juste une contribution. Et je reviens à une question qui a été posée par rapport à la cible 14. Comment les KBA peuvent être utilisés dans ce sens. Je pense que c'était important de souligner ça, étant donné que cette cible-là fait allusion à l'intégration de la biodiversité dans le processus de prise de décision, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de toutes les réglementations et tous les autres processus décisionnels. Et donc, les KBA étant des zones prioritaires pour la conservation, en tout cas, elles méritent d'être intégrées dans toutes ces étapes de prise de décision au niveau de chaque pays. C'est dans ce sens que peut-être nous allons changer une expérience qu'on a vécue dans le passé du Congo. On a milité pour que les KBA puissent être intégrés, par exemple, dans les différentes stratégies et plans d'action nationaux de biodiversité, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien maximum au niveau national. Parce que c'est à travers ces soutiens-là qu'on aura finalement la possibilité de contacter les bailleurs afin que les bailleurs puissent aussi appuyer les initiatives. Donc, c'est la contribution, le petit commentaire que j'avais à faire par rapport à ce point. Merci. Merci pour la contribution, Jeannot. Je pense que nous avons fini la phase des questions-réponses. Nous sommes déjà à 11h14. Je vais donner la parole à Serge Angali s'il a encore d'autres précisions à faire. Et par la suite, je donnerai la parole à notre chargé de programme, Justin Chekwa, qui partagera avec vous la suite après ce webinaire. Serge, est-ce que tu as encore des choses à ajouter? Et par la suite, Justin prend la parole. Bon, pour notre côté, il n'y a pas vraiment grand-chose. Nous remercions tous les participants pour toutes les questions et pour ces échanges-là. Et pour nous, c'était l'objectif de partager tout simplement l'aperçu général des KBA au niveau des Cameroun. Donc, nous sommes contents pour les échanges et vous remercions pour votre participation active. Merci beaucoup, Serge. Nous te remercions pour ces données assez riches et importantes. Je vais laisser la parole à Justin Landry Chekwa, qui est le chargé de programme de FODER. Il partagera avec nous la suite après ce webinaire. Justin Landry, tu as la parole. Merci, Christelle, de m'avoir partagé la parole. La suite de ce webinaire, comme on l'a dit au début, on a plusieurs séries. On a une série de webinaires qui va être faite. Le mois de janvier prochain, on aura un autre webinaire qui parlera à peu près de NDC, le fonctionnement et le rôle de NDC dans l'évaluation des KBA. Après ce webinaire, on va faire la première réunion pour la mise en place de NDC au Cameroun. Toujours ce sera probablement au mois de janvier. Et en février, on va organiser une formation en présentiel. Ce sera environ sur 4 jours en pratique sur le standard KBA. Donc, ce sera vraiment une formation intense. Et après cette formation, on va passer à la réévaluation de certains KBA sur la base de données existantes. Donc, Christelle, je vais te laisser la parole. Merci. OK. Merci beaucoup, Justin Landry. On essaierait, avant de clôturer, donner quand même la parole à Eddy pour qu'elle puisse nous partager soit une autre précision, soit une dernière information qu'elle souhaiterait passer. Eddy? Hi. I'm just going to turn on my video. Thank you, everyone, again, for coming. And I think Serge did an amazing job in going through the presentation. So I also want to say thank you to Serge. I
don't think I have any specific clarification that I want to make between Serge and Janelle. I think they covered more or less everything. Yeah, I just want to say thank you to you for organizing this. Thank you to Justin as well for organizing all of this. And I look forward to seeing you in the next webinar. January. Yeah. Thank you, Eddie. Nous sommes vraiment ravis de te revoir au prochain webinaire. Merci à tous ceux qui sont là. Il est 11h17. Mais avant de partir, comme l'a dit Justin, il y a un prochain webinaire qui est prévu l'année prochaine en 2026. L'autre webinaire a été enregistré. Il sera partagé à tous les participants qui sont là aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu être là. Serge va me confirmer cela. Je pense que la présentation de Serge également sera partagée. C'est bien ça, Serge? Bien sûr. Partagée à tous les participants. Là où vous pourrez avoir toutes les données, toutes les informations que Serge a pu partager avec nous aujourd'hui. Sur ce, je nous souhaite une très, très bonne fin de journée. Et à Serge, une fois de plus, merci. Et au prochain webinaire et également, on se retrouve tout à l'heure dans nos boîtes email pour les différents éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci une fois de plus et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Thank you. Okay.